En mai 2021, Panini Comics lançait la collection Printemps des Comics. Une collection ayant pour but de faire découvrir des récits modernes mais déjà relativement cultes à un nouveau lectorat ou à des lecteurs aguerris ayant envie de s'ouvrir à de nouveaux personnages. Tiraillé entre certains titres qui me faisaient de l'œil depuis bien longtemps et la découverte de personnages que je connaissais moins, je décidais de mettre la main sur une œuvre qui m'avait toujours attiré et qui, je le savais, me ferait sortir de ma zone de confort chez Marvel. Hawkeye, ma vie est une arme, collection Printemps des Comics, est l'équivalent du premier tome homonyme d'Hawkeye, collection 100% Marvel, et contient les numéros 1 à 5 de la série Hawkeye de 2012, produite par Marvel. Les scénarios sont de Matt Fraction qui a coécrit une bonne partie de la série Immortal Iron Fist et Sex Criminal. Il est accompagné au dessin par David Aja qui avait déjà travaillé avec lui sur Iron Fist et que je connaissais pour ses couvertures sur la série Scarlet Witch de 2016. Et par Javier Pulido qui a dessiné le numéro 5 de la série Scarlet Witch, et oui, tout est lié, et qui a travaillé sur Robin année 1. Les deux artistes sont mis en couleur par Matt Hollingsworth, que vous connaissez sûrement si vous avez vu ma review de Batman White Knight, puisqu'il est un peu le coloriste attitré de Sean Murphy. Je disais que Matt Fraction avait écrit les scénarios du tome, car les 3 premiers numéros de la série sont des histoires relativement indépendantes qui dépeignent le quotidien mouvementé de l'archer Clint Barton. Et les numéros 4 et 5 forment un court arc narratif un peu plus ancré dans l'univers Marvel. Tout ce que vous avez à savoir avant de lire ce tome, c'est que Clint Barton n'est plus le seul à porter le nom d'Hawkeye, puisque la jeune et talentueuse Kate Bishop partage dorénavant cet alias avec lui. Pour commencer, j'ai là une des BD les plus cinématographiques que j'ai pu lire. Je m'explique. Il y a un vrai travail de rythme et de découpage de l'histoire, on fait des bonds dans des temporalités et des lieux différents qui, à la fin, vont enfin s'assembler pour former un puzzle. Et il y a surtout un travail sur les transitions entre les lieux et les temporalités, que ce soit par l'image ou par des phrases qui annoncent un changement de page, comme une phrase pourrait introduire un changement de plan dans un film. Il y a également le découpage de l'action que je trouve survolté. J'ai eu parfois l'impression d'être face à un film de Guy Ritchie, et ok, c'est sûrement dû à l'utilisation massive de teintes vertes, jaunes ou marron, mais je pense que les scénarios et la manière de découper le récit y sont pour beaucoup. Surtout sur les 3 premiers numéros qui sont des histoires courtes qui pourraient se suffire à elles-mêmes. Ces 3 numéros, dont vous voyez des pages depuis tout à l'heure, sont d'ailleurs dessinés par David Aja, qui est un dessinateur parfaitement adapté au récit et au côté très urbain et indépendant de Hawkeye. Il est très audacieux dans sa mise en page, et avec Matt Hollingsworth, ils ont vraiment réussi à donner une identité visuelle forte à l'univers, aux lieux et aux personnages qui entourent Clint. Hollingsworth, qui restera aux couleurs sur les numéros 4 et 5, alors que Pulido prend le relais au dessin, ce qui va beaucoup aider à maintenir la cohérence visuelle. Il va pendant tout le tome jouer avec les teintes de violet et de mauve, qui sont les couleurs d'Hawkeye, de manière assez ludique. Donc, en deuxième partie de tome, on quitte le quotidien mouvementé de Clint Barton pour être propulsé avec lui dans une mission de contre-espionnage à Madripoor. Avec Pulido au dessin, on passe à un découpage peut-être un peu plus classique. Pulido est plus dans les jeux d'ombre ou la profusion d'effets visuels, et les couleurs de Hollingsworth vont plutôt servir ici à marquer une différence assez nette entre New York, où on a des couleurs très présentes qui viennent créer un genre de monotonie, et Madripoor, où on retrouve enfin une diversité et une profusion de couleurs qui soulignent l'agitation et la multitude d'options qu'offre la principauté. Pendant quelques pages, on se promène à se perdre sur l'île du crime avec Clint. Le changement de dessinateur et de manière de colorer l'histoire ne sont pas les seuls changements qui s'opèrent au numéro 4. Si les 3 premiers numéros nous présentaient presque Clint Barton comme un genre d'arnaqueur au cœur tendre, dans l'arc de la cassette, il se transforme plutôt en un agent secret opérant à l'international. L'idée, c'est qu'on est ici loin de la figure du super-héros classique, toujours à sauver le monde, et qu'on s'approche plus d'un protagoniste de film d'action ou d'espionnage, ce qui colle en fait assez bien avec l'image qu'on se ferait d'un Clint Barton durant ses aventures solo. Tous les personnages de l'univers Marvel ne peuvent pas être des Captain America ou des Spider-Man qui sauvent le monde tous les 4 matins. Non, certains comme Hawkeye sont juste des aimants à emmerde qui se laissent glisser sur la vague ou se font emporter malgré eux par des tsunamis d'ennui en tentant d'aider au mieux les gens sur leur chemin. C'est cette manière d'écrire Barton qui m'a tout de suite poussé à l'apprécier. Matt Fraction a vraiment réussi à faire de ces 5 numéros des histoires qui, bien que quasiment indépendantes, nous permettent de bien cerner la personnalité de l'archer, faisant de ce tome un très bon point de départ pour commencer à lire du Hawkeye. Kate Bishop, qui partage l'alias de Clint,
partage également avec lui la plupart des aventures du tome, et même si elle n'est pas le personnage principal, elle reste un personnage très intéressant. Fraction l'écrit comme une partenaire de Barton, presque son égale quand il s'agit d'archerie. Le scénariste évite d'en faire une sidekick slash apprenti, comme on aurait pu en lire ailleurs, et là où Clint est du genre presque bourru, passif dans le sens où il se contente de réagir aux ennuis qui lui tombent sur le nez sans vraiment de plan, Kate est plus du genre à planifier son coup, à attendre le bon moment pour dévoiler ses cartes, et en fait sans elle, Barton serait même probablement mort plusieurs fois. Pour ce qui est du reste des personnages, en première partie, on a beaucoup à faire à des personnages fonction, puisqu'on est sur des récits rythmés et courts qui n'ont pas le temps de développer une pelletée de personnages secondaires, et la deuxième partie, plus ancrée dans l'univers Marvel, souffre des mêmes problèmes. Maria Hill, Nick Fury Jr. et Captain America sont presque des caméos, et les vilains sont surtout là pour mieux ancrer le récit dans l'univers. Seule Madame Masque, qui sert de principale antagoniste, est un peu développée et presque tournée en dérision tant elle semble écrite comme l'archétype du méchant bien méchant qui vous écraserait un paquet de cigarettes sur le visage. Ah, et les 4 arcs narratifs sont évidemment très fun. Comme je vous le disais, le rythme est survolté, et je pense que pour certains d'entre vous, ça pourrait être un point négatif. J'avoue sans peine qu'au début du tome, je me suis trouvé un peu déboussolé face au changement de lieu et de temporalité d'une page à l'autre, et à la vitesse à laquelle les intrigues se déroulaient sous mes yeux. Donc, si vous êtes allergique aux histoires courtes, bourrées d'action, qui jouent avec le temps et l'espace de leur récit, je vous conseille de passer votre chemin. D'autant plus que les 2 derniers numéros du tome, qui forment pourtant un arc entier, exacerbent les défauts de ce genre de rythme rapide, avec une histoire un peu trop courte et condensée pour que ces twists soient efficaces. On a à peine le temps d'assimiler un retournement de situation qu'on est déjà en pleine fuite en avant ou au milieu du twist suivant. Cette critique pourrait s'appliquer aux 3 numéros précédents, mais puisqu'on a d'un coup affaire à un arc très linéaire qui évite les allers et retours dans le temps, c'est ici particulièrement visible. Et puis, même si j'aime bien certaines de ses propositions de mise en page, les dessins de Javier Pulido m'ont d'ailleurs beaucoup moins convaincu que ceux de David Aja. Et puisque j'ai vu sur internet que beaucoup avaient été rebutés par le style graphique des 2 dessinateurs, je vous conseillerais de passer votre chemin également, si les images que je vous montre depuis tout à l'heure ne sont pas du tout à votre goût. Ça risquerait de trop vous sortir du récit. Enfin, je ne sais toujours pas trop ce que Matt Fraction veut raconter sur Clint Barton avec sa série. Où il voulait en venir. Ces 5 numéros étaient-ils un exemple de ce qu'on retrouvera par la suite sur sa série, c'est-à-dire le quotidien plein d'action et d'emmerde de Clint Barton, dans des numéros quasi indépendants, sans trame de fond, et parsemés d'arcs narratifs de 2 numéros ou plus de temps en temps, ou était-ce là un genre d'exercice pour nous présenter le personnage tel qu'il le conçoit, et se faire les dents pour être plus à l'aise dans les numéros précédents? Je ne sais pas, mais j'avoue être bien curieux de le découvrir. Pour résumer, nous avons là un tome qui compile 5 numéros avec 4 histoires indépendantes de n'importe quelle autre lecture Marvel et qui dessine plutôt bien le portrait de Clint Barton. Donc un tome parfait pour découvrir le personnage. Cependant, si vous êtes friand de récits qui prennent le temps de développer leurs intrigues et personnages sur plusieurs numéros, ou enchaînant plusieurs arcs narratifs avec une intrigue principale qui mène la barque, ou encore si les dessins ont eu tendance à vous rebuter, passez votre chemin. Par contre, si je vous ai donné envie de vous procurer le tome, le Printemps des comics est toujours trouvable en librairie ou magasin et comporte quelques plus quand vous débutez les comics. On y trouve une page d'introduction aux personnages, comme dans quasi chaque comics Panini, qui sert à faire le point sur l'histoire éditoriale du personnage et nous résume dans les très grandes lignes sa vie. Puis une page qui rentre plus en détail dans la vie de Clint Barton et de Kate Bishop, et enfin, avant les 5 numéros, une page qui nous parle des auteurs. Pour pinailler, je pourrais dire qu'il nous manque la petite galerie de couverture habituelle, mais pour ce prix, franchement, on en a déjà bien suffisamment, d'autant plus que c'est pas du tout du souple, mais du dur. D'ailleurs, si n'importe quel autre personnage présent sur la collection vous intéresse, je vous conseille vivement de vous procurer le tome qui lui est dédié. Avec le petit résumé éditorial et historique du personnage en préambule, des récits et des histoires plutôt accessibles, le Printemps des comics se présente comme la porte d'entrée idéale à l'univers Marvel, et il y en a clairement pour tous les goûts. Pour ma part, j'ai réellement apprécié ces aventures et je compte bien me procurer la suite que vous pouvez trouver en 3 tomes collection 100% Marvel, ou alors, vous pouvez faire comme je compte faire, c'est-à-dire acheter l'intégrale qui revient beaucoup moins cher, puisqu'aujourd'hui les tomes 3 et 4 sont les plus chers et les plus chiants à trouver. Nous, on se donne rendez-vous la prochaine fois, probablement pour une review de Wolverine les origines dans la même collection.